Alors, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette rencontre d'information sur les études au cycle supérieur à l'École supérieure d'aménagement du territoire et développement régional. Alors, aujourd'hui, vous allez avoir l'occasion de voir et d'entendre les thématiques de recherche de plusieurs de nos professeurs qui sont rattachés à l'ESSAD et qui enseignent dans le cadre de nos programmes de maîtrise et de doctorat. Et vous aurez aussi une brève présentation des programmes au cycle supérieur par le directeur de programme de doctorat en ATDR, Jean Dubé, et en fin de rencontre du programme de maîtrise en ATDR par la directrice de programme, Geneviève Cloutier. Alors, je vais donc céder la parole à Jean Dubé. C'est à ton tour. Merci, Willem. Mon nom est Jean Dubé, donc je suis professeur ici à l'École supérieure d'aménagement du territoire et développement régional. C'est moi qui est aussi directeur des programmes de doctorat. Sans entrer dans le gros détail, en fait, la question ultime, ce serait de dire, qu'est-ce que ça fait quelqu'un qui fait des études ou de la recherche en aménagement du territoire ou en développement régional? Ben, en fait, c'est assez important parce que c'est pas mal ce qui touche le quotidien d'à peu près tout le monde. La question, c'est comment on aménage nos villes, comment on tente de trouver des solutions ou minimalement d'évaluer les actions qui ont été mises en œuvre sur les comportements des gens, par exemple. On peut penser à des gestes simples, mais comme l'adoption du transport collectif, question de mobilité, qui a aussi des impacts ensuite de ça, si on fait juste se promener en voiture, peut-être aussi avoir des impacts sur la santé des populations. Si on veut développer des transports en commun versus des routes, ben, il y a une question d'acceptabilité sociale, voire même de participation, de récrimination de certains citoyens. Donc, pourquoi est-ce que certains pensent d'une façon? Pourquoi est-ce que certains pensent d'une autre façon? Est-ce qu'on doit écouter certains? Est-ce qu'on doit plutôt écouter d'autres? Est-ce qu'il y a des compromis à faire entre tout ça? Ça peut aller aussi au niveau, par exemple, on a des collègues qui vous parleront un petit peu plus tard, mais toute la question de la gestion de l'eau. Donc, c'est bien de voir des villes qui grandissent, mais est-ce qu'on a assez d'eau pour approvisionner ces gens-là, sachant que c'est un bien qui est quand même assez nécessaire? On peut penser aussi à de la prolifération, par exemple, d'espèces envahissantes. Donc, on a un collègue qui travaille aussi sur des espèces envahissantes. Ça peut être des plantes, mais si vous êtes comme moi et vous demeurez dans le secteur de Sainte-Foy, vous voyez qu'une des espèces envahissantes, c'est aussi les rats. On les voit bien passer l'hiver et donc ça peut mener à d'autres problèmes. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour tout ça? Donc, le programme de doctorat, c'est un petit peu très, comme vous voyez, ça touche beaucoup de sujets. Et c'est justement, c'est très multidisciplinaire. Nous, il faut comprendre, et certainement que Geneviève vous en parlera un petit peu plus loin, mais il faut comprendre qu'on n'a pas de programme de premier cycle. Donc, on n'a pas nécessairement d'exigence sur une certaine formation pour arriver chez nous, mais à l'inverse, ce qui fait la force de notre programme, c'est de pouvoir compter sur des gens qui viennent d'un peu tous les horizons et donc qui font en sorte que tous les différents champs doivent se parler pour arriver à des solutions, à des problèmes qu'on voit dans le quotidien. Donc, c'est une chose, si je prends par exemple, moi je suis économiste de formation, c'est une chose de réfléchir en fonction de critères économiques sur de la performance, par exemple, sur des déplacements quotidiens. Mais c'est autre chose aussi de voir que ces performances ou ces déplacements peuvent avoir des incidences non seulement sur la santé des populations, sur des incidences environnementales, des incidences sociales et ainsi de suite. Et donc, c'est un peu ce qui fait aussi la force de notre programme, c'est de faire en sorte que les gens soient capables de dialoguer ensemble, soit capable de comprendre le point de vue de l'autre, de se dire qu'on a aussi une vision qui est un peu plus holistique que juste avoir une certaine entrée dans un champ. Et c'est ce qui fait justement la richesse du champ des études en aménagement du territoire et en développement régional. Donc, habituellement, en fait,
peut-être rapidement sur le doctorat. Ici, le programme de doctorat, c'est un programme qui se fait sur 4, mais maintenant de plus en plus 5 ans. Donc, on n'a pas beaucoup de cours nécessairement, mais on a des cours de tronc commun, donc qui vont forcer effectivement de mettre en dialogue des gens de différentes disciplines, de différentes perspectives. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord à la fin. Mais par contre, ce que vous êtes obligé, c'est de quand même bien comprendre que c'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec l'autre qu'il y a tout faux sur toute la ligne. Vous pouvez avoir des a priori, vous pouvez avoir des façons de concevoir ou avoir une certaine entrée sur une perspective, mais cette entrée-là, c'est pas parce que c'est la vôtre que c'est la meilleure. Donc, ultimement, le dialogue est important et fondamental pour la suite. Je vais peut-être m'arrêter là sur la présentation du programme, dans le sens où est-ce que je crois que vous êtes peut-être plus des gens qui sont intéressés par la deuxième cycle. Mais Geneviève pourra vous présenter tout à l'heure, juste pour vous dire que ça existait. Mais si je me concentre un petit peu plus spécifiquement sur de la recherche, par exemple, sur qu'est-ce que moi je fais. Donc, comme je vous disais, moi j'ai une entrée qui est un peu plus économique. Je suis économiste de formation. Et ce qui m'intéresse justement dans l'étude en aménagement du territoire et développement régional, c'est regarder, ben, qu'est-ce qui explique ce qu'on peut voir sur le territoire, sans nécessairement juger à savoir si c'est bon ou si c'est mauvais. Qu'est-ce qui peut expliquer certains phénomènes? Si vous vous promenez dans la ville un petit peu à Québec, on le voit, dans d'autres grandes villes aussi, vous remarquez peut-être dans certains quartiers, par exemple, qu'il y a des maisons qui sont achetées, qui sont démolies, et ensuite, ça laisse place à des tours d'habitation, à des duplex, à des triplex. Donc, la question ultime qu'on pourrait se poser, c'est, mais qu'est-ce qui fait en sorte que quelqu'un va acheter une résidence et va la démolir pour faire place à autre chose? Bien, ça, c'est le genre d'études, justement, qu'on a déjà mené ici avec des étudiants de maîtrise, justement, tenter d'identifier et déterminer quels sont les facteurs qui sont les plus susceptibles de faire en sorte qu'une vente va se transformer en une reconversion résidentielle. Et ultimement, si vous avez suivi aussi peut-être dans les médias, vous avez aussi certaines personnes qui, lorsque ces phénomènes-là arrivent, euh, monte un peu aux barricades pour dire, ben, le problème, en fait, moi, j'en veux pas chez nous parce que, et là, souvent de fois, un argument qui est avancé, c'est de se dire, ben, c'est parce que ça diminue la valeur de ma propriété. Et là, ben, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Apporter un argument, c'est une chose. Ensuite, se poser la question à savoir s'il est bon ou s'il n'est pas bon, c'est une autre chose. Et on a fait justement des études avec des collègues ici pour voir comment évoluait la valeur des résidences unifamiliales autour des sites où il y avait eu des reconversions résidentielles. Puis ce qu'on voit essentiellement, c'est que c'est pas nécessaire. Cet argument-là qui est beaucoup avancé est pas nécessairement vrai. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est même l'inverse. Là où il y a reconversion résidentielle, il y a habituellement augmentation plus rapide des valeurs résidentielles. Et comment on explique ça? En fait, on n'est pas en train de dire que les gens qui subissent des reconversions, c'est pas nécessairement des chocs pour les résidents, mais par contre, ceux qui achètent la maison ont peut-être jamais subi la situation avant. Et essentiellement, ce qu'ils voient dans cette résidence-là quand ils l'achètent, c'est un potentiel, un investissement qui risque de déboucher sur un rendement assez intéressant parce que non seulement ils peuvent l'habiter, mais il y a aussi des alternatives possibles à l'habitation qui, elles, sont beaucoup plus rentables et ça fait augmenter les valeurs. De la même façon aussi, le même genre de question qu'on s'est posé, c'est beaucoup sur les logements sociaux. Le même argument est aussi utilisé. Bon, on est dans une période où il y a une crise de logement, on a une nécessité d'avoir des logements, et on se rend compte que même les logements abordables, ben, ils ne sont pas abordables pour tous nécessairement. C'est pas tout le monde qui a les moyens de se payer un logement, même si on le qualifie d'abordable. Donc, une des solutions, c'est habituellement de développer du logement social. Et encore une fois, quand on va parler de développer du logement social, ben, il risque d'avoir des montées de boucliers parce que les gens veulent bien, sont bien ouverts au logement social, mais idéalement pas à côté de chez eux parce qu'ils ont encore une fois l'impression que ça diminue la valeur de leur résidence et comme c'est un investissement de leur côté et ça représente la plupart du temps une grande partie de leur capital pour la retraite, ben, ces gens-là sont préoccupés et on peut les comprendre. Euh,
On a regardé dans la région de Québec et ce qu'on s'est rendu compte, en fait, c'est que cet argument-là, à tout le moins pour le centre de Québec, ne tient pas nécessairement la route non plus. Ce qu'on voit, c'est pas une diminution des valeurs, mais même parfois une certaine augmentation des valeurs. Par contre, là où il faut mettre des bémols, c'est que si ça tient pour le centre-ville et, disons, les milieux plus denses, mais cette conclusion-là ne tient pas nécessairement pour les banlieues, où là, effectivement, il y a un certain stigma, voire une certaine valeur négative qui est associée au fait de vivre près d'un logement social. Bon, là, on peut toujours se poser la question, ben, est-ce que c'est parce qu'il faut faire du logement social différemment en banlieue du centre-ville? La réponse est probablement oui. Et là, ben, on a toute une équipe, dont notamment ma collègue qui vous parlera tout à l'heure, Joanne Brochu, qui est urbaniste, qui ont probablement plus d'intérêt à se pencher sur ces questions-là que moi. Mais justement, c'est pour vous montrer un petit peu comment il peut y avoir des connexions entre toutes les recherches qu'on mène ici. Et si je vais terminer peut-être aussi avant de passer la main à mon collègue. Et ben, en fait, toute la question du transport collectif, hein. On est en région de Québec, par exemple, où le transport collectif, on le voit souvent beaucoup plus comme une dépense que comme un investissement. Et on a mené des recherches ici, notamment pour voir si les gens étaient prêts à payer plus pour être à proximité des transports collectifs. Et quand on a des bons transports collectifs comme le Métrobus, ben, la réponse, c'est que c'est oui. Et comme les gens sont prêts à payer plus, ben, normalement, ça signifie une hausse des valeurs marchandes. Ça signifie aussi une augmentation des entrées fiscales pour les villes, qui, elles, peuvent utiliser cet argent-là pour le redistribuer. Donc, il y a toute la question, effectivement, des transports collectifs et comment on met des transports collectifs pour les rendre plus intéressants. Et mon collègue Dominique vous en parlera certainement d'ici quelques minutes. Donc, je passe la main à Willem pour la transition. Merci Jean. Alors, on peut passer maintenant à Manuel Rodriguez. Oui, bonjour tout le monde. Alors, en effet, merci Willem. Mon nom est Manuel Rodriguez. Je suis professeur à l'ESSAD et je m'occupe surtout de l'enseignement et la recherche associée à l'eau et le territoire, aux ressources en eau, aux ressources hydriques. Et parce que vous savez qu'en aménagement du territoire, l'occupation des bassins versants a un impact très important sur la disponibilité et la qualité de l'eau. Alors, l'enseignement sur l'eau, elle touche aux questions de disponibilité d'eau, de qualité d'eau dans les territoires urbains, mais également dans les territoires ruraux. On enseigne les différentes méthodes, approches, mais aussi le cadre de gestion et réglementaire, législatif, qui permet de protéger l'eau dans le territoire. De mon côté, je suis un spécialiste de l'eau. Je m'occupe de deux cours et des essais laboratoires. Je crois, William, que vous avez déjà peut-être évoqué l'essai laboratoire. Alors, et je vous en parlerai un petit peu des sujets qu'on amène dans le domaine du territoire et de l'eau. Alors, je suis responsable d'un cours qui s'appelle Eau et territoire, qui fournit les bases sur comment intégrer la protection de la ressource eau en aménagement du territoire. Et on regarde les deux directions en réciprocité, comment l'occupation du territoire et le développement économique du territoire, donc les activités anthropiques dans le territoire, peuvent affecter la disponibilité et la qualité de la ressource eau. Mais évidemment, dans le cours, on embarque aussi sur comment la présence de la ressource eau permet de développer le territoire et permet d'assurer la richesse dans le territoire. Alors, il n'y a pas de municipalités qui peuvent se développer s'ils n'ont pas un accès à l'eau et s'ils n'ont pas d'accès à des infrastructures sanitaires. Alors, dans le cours au territoire, on regarde ces aspects-là, autant pour les milieux urbanisés et denses, où il y a des réseaux collectifs, que dans les milieux ruraux, où il y a des réseaux qui sont individualisés. Et dans les milieux moins denses et ruraux, on présente également dans le cours toute la question des milieux hydriques, des milieux humides. On présente également le nouveau cadre de gestion des inondations, c'est-à-dire qu'au Québec, la gestion de l'eau et son encadrement législatif a beaucoup évolué dans le temps
Et aujourd'hui, il y a un cadre législatif qui est en transformation. Euh, En particulier celui de la gestion des inondations, qui va avoir un impact important, pas seulement sur la sécurité des biens et des personnes, mais aussi sur la fiscalité des municipalités et sur les riverains, parce qu'on est en train de cartographier, de modifier l'approche cartographique pour déterminer quels sont les endroits urbanisés qui sont plus ou moins à risque des événements d'inondation, surtout dans un contexte de changement climatique. Évidemment, toute la question des transformations et des dynamiques territoriales, démographiques sont abordées, mais aussi les impacts des changements climatiques et comment les territoires doivent s'adapter à ces impacts-là. Quand je parle de territoire, c'est évidemment les municipalités régionales des comtés, mais aussi les individus et les entreprises. Alors, ce cours d'eau et territoire, donc, c'est un cours de base qui permet d'aborder pour la première fois toutes ces questions-là dans la maîtrise. Euh, j'ai depuis 3 ans un nouveau cours qui est un cours qui est particulier parce qu'il se fait à l'international. Si le cours de territoire est très orienté sur les problèmes, les enjeux des pays plus riches, c'est-à-dire le Québec, le Canada et l'Amérique du Nord, j'ai un deuxième cours qui se passe sur le terrain, sur la protection et la gestion de la ressource eau en situation de vulnérabilité, vulnérabilité socio-économique, géographique, climatique. Et c'est un cours qui se passe pendant 3 semaines en Colombie, normalement entre le premier lundi de mai, durant 3 semaines où on s'en va un groupe en Colombie pour faire évidemment un cours théorique sur place et faire plusieurs visites qui permettent d'illustrer les enjeux, les problèmes dans les communautés qui sont subies à des vulnérabilités. C'est-à-dire que la gestion de l'eau n'utilise pas les mêmes outils et les mêmes principes dans les milieux de forte vulnérabilité socio-économique. On doit prioriser quelles sont les solutions à envisager. Alors, on travaille, on va voir les sources d'eau, on va voir les infrastructures sanitaires, on va voir les populations et les étudiants peuvent comparer et apprendre comment les approches de gestion, ce qu'on appelle en bon français le WASH, c'est-à-dire le Water, Sanitation et Santé, Health, comment ces principes-là s'appliquent dans des territoires où il y a beaucoup plus de vulnérabilité, surtout socio-économique et géographique, parce qu'on est beaucoup dans les milieux isolés, dans les montagnes de la cordillère des Andes en Amérique du Sud. Et en troisième lieu, alors c'est un cours qui est un cours au choix, qui n'a pas nécessairement des prérequis, mais qui est pour les personnes qui s'intéressent aux problèmes et aux enjeux des communautés plus vulnérables. Euh, je parlais tout à l'heure de l'essai laboratoire et alors à chaque année, les profs sont appelés à collaborer dans l'activité finale de l'ESA, de la maîtrise professionnelle. Et chaque prof dirige une équipe d'essais laboratoires. C'est un travail de recherche professionnelle avec une problématique qui leur est posée aux étudiants et ensuite tout un processus pour arriver à des recommandations. Ça veut dire c'est des recommandations pour résoudre un problème ou des problèmes. Et les étudiants apprennent des méthodes, des démarches de recherche professionnelle. Et dans mon cas, ces projets-là sont toujours dans le domaine de l'eau et le territoire. C'est-à-dire, par exemple, comment faire en sorte d'intégrer la gestion des milieux humides au cadre d'aménagement ou d'urbanisme dans les municipalités ou dans les MRC. Cette année, je dirige une équipe qui essaye de comprendre comment les municipalités vont développer des démarches pour protéger les sources d'eau potable, c'est-à-dire de passer à la connaissance des activités anthropiques et des risques, à faire des plans de protection qui pourraient, eux, être intégrés aussi dans les obligations dans les règlements municipaux. C'est-à-dire on essaye de travailler à chaque année sur une question qui est pratico-pratique, qui est d'actualité et qui permet aux étudiants de vraiment
nager dans l'interface entre la gestion de la ressource eau et l'aménagement du territoire. Donc voilà mon rôle à l'ESSAD. Les mots-clés sont eau et territoire. Merci, Manuel. On va maintenant passer à Dominique. Qui s'est absenté, visiblement. Ben oui, il s'est absenté. Ah, ah. Ben alors, je vais rebondir sur un élément dont Manuel a parlé. Alors, comme ceux d'entre vous qui étaient là au début de la rencontre, je vous l'ai mentionné, on a parlé d'abord du programme de doctorat et Manuel, lui, a lancé quelques informations au sujet du programme de maîtrise. Alors, Geneviève, tu peux peut-être saisir la balle au bon puis décrire rapidement qu'est-ce qu'on fait en maîtrise? Ben oui, d'accord. Merci pour cette balle au bon. En effet, et merci Jean et Emmanuel d'avoir introduit plusieurs éléments. Vous avez déjà bien mis la table pour que j'appuie sur le fait qu'on aborde une diversité de thématiques, tant au doctorat qu'à la maîtrise. Et la maîtrise en aménagement du territoire et développement régional a cette particularité de d'être associé effectivement à une interdisciplinarité forte, à un ancrage aussi fort, un ancrage dans le territoire, un ancrage dans la pratique, un ancrage, une proximité à la fois du corps professoral et enseignant et des praticiens, des municipalités régionales de comté, mais aussi des ministères qui sont présents à Québec et qui nous donnent ce bassin, si on veut, pour articuler les questions d'analyse, de recherche avec la mise en pratique. La maîtrise en ATDR offre deux profils. Donc, il y a un cheminement associé à la recherche où vous êtes invité à travailler avec un ou une chercheur, un ou une professeur dans la réalisation de votre mémoire de maîtrise sur une question que vous avez l'occasion à ce moment-là d'approfondir. On a abordé les questions de développement économique, de valeur, d'activités anthropiques qui peuvent avoir des effets sur la valeur justement économique des équipements et des installations, de même que ces activités anthropiques qui peuvent avoir une incidence forte sur la qualité des ressources fondamentales comme l'est l'eau potable en l'occurrence. Donc, une possibilité qui s'offre aux étudiants qui sont intéressés justement à passer du baccalauréat à une expérience de recherche approfondie, c'est de faire la maîtrise en aménagement du territoire et développement régional dans le volet recherche. Ce qui vous amène tout de même à acquérir un bassin de compétences et de connaissances sur l'urbanisme, sur la gestion environnementale et sur le développement régional, mais qui, comme dit, vous permet de faire une incursion un petit peu plus spécifique dans la recherche aussi. Donc, on forme la relève en recherche. On est aussi étroitement associé à un centre de recherche, le Centre de recherche en aménagement et développement, qui offre justement plusieurs possibilités. Et ça, c'est à la fois pour la maîtrise, donc le deuxième cycle, que pour le doctorat dont Jean vous a parlé. L'autre volet, c'est le volet professionnel, donc qui forme justement la relève praticienne sur les questions d'aménagement du territoire et de développement régional, qui vous amène à vous former à travers des cours, une variété d'offres de cours. Manuel vient de parler de la formule de l'enseignement qu'il propose lui et de cette formule de l'essai laboratoire. Donc, la maîtrise professionnelle en ATDR est associée à la réalisation d'un essai qu'on fait à travers l'essai laboratoire, justement, qui permet de traiter à chaque année pendant 8 mois, donc à la deuxième année de la maîtrise, d'une question, d'une région et de mettre en dialogue en fait, de mettre à contribution tout le bagage acquis durant les cours pour réaliser une analyse et formuler des recommandations au profit de l'aménagement du territoire et du développement régional.
Je vois que le collègue Dominique Villeneuve, qui s'intéresse aux questions de mobilité durable, de transport durable, de politique publique sur ces questions-là, est de retour avec nous. Donc, Dominique, je parlais de la maîtrise en ATDR, mais je te laisse la parole si tu veux pour nous présenter le profil de ton enseignement et tes recherches. Oui, Merci. et désolé, ma connexion Internet a décidé de lâcher dans le milieu de notre présentation. Et je vais partager mon écran. Vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. Alors, voilà. Excusez, c'est un peu stressant de perdre la connexion au mauvais moment. Donc, bonjour, je me présente. Je commence avec une photo de la gare de Villeneuve en Suisse, parce que, bon, ben, moi, je suis le professeur de transport et de mobilité durable à l'ESSAD. Je suis un politiste, alors je m'intéresse d'un point de vue aux politiques publiques, à ce que les gouvernements décident de faire ou de ne pas faire, mais en plein dans un sujet de l'actualité à Québec, hein, dans le domaine des transports et de la mobilité. Alors, je vais vous présenter rapidement mon enseignement et ma recherche. Premièrement, où se situe un peu le transport dans la place de notre programme? Vous avez entendu les collègues déjà en discuter, hein? Il y a une grande interconnexion entre les différents axes de notre programme. Là, je vais parler de mon apport au programme de maîtrise. Qu'on pense par exemple au développement régional, hein, le système de transport permet de relier les régions, permet d'avoir des échanges entre les régions du Québec, d'avoir accès à la main-d'œuvre, à des marchés. Donc, quand on pense développement régional, on peut clairement avoir un lien avec le domaine du transport. Au niveau de l'environnement, c'est un peu moins positif, mais il y a un lien entre environnement et transport parce que nos décisions de comportement en transport vont avoir des impacts sur l'environnement, des effets environnementaux de ces choix-là, liés par exemple à la pollution, à l'utilisation de ressources, à l'imperméabilisation des sols. Donc, il y a clairement un lien entre transport et environnement, puis on voudrait réduire l'impact de nos choix en transport sur notre environnement. Quand on pense avec urbanisme, il y a clairement un lien avec le transport. Hein, les villes se sont transformées au fil du temps pour laisser une place de plus en plus grande à la voiture. On peut penser à notre système de transport qui crée de l'étalement urbain. C'est aussi une question d'urbanisme. Donc, toute cette transformation-là des villes qu'on veut ramener vers une mobilité plus durable pour peut-être repartager l'espace, c'est aussi une question de transport, mais liée à l'urbanisme. Et donc, le transport et la mobilité durable au sein de notre programme, il y a 5 cours qui sont rattachés. Je suis responsable donc de 4 de ces cours-là. Je vous présente brièvement. Alors, le premier cours, c'est celui du transport et des dynamiques territoriales. Alors, dans ce cours-là, on essaie de comprendre comment le transport affecte le territoire, mais aussi comment le territoire va affecter nos décisions en transport. Donc, notre utilisation des sols, notre développement de la ville a des effets et on peut, avec le système de transport, empirer ou améliorer ces effets-là. Donc, on s'intéresse à ces questions-là. Je donne aussi le cours de mise en œuvre du transport durable, où là, on va plutôt voir comment est-ce qu'on pourrait transformer notre système de transport pour le rendre plus durable, comment changer de paradigme et passer du transport à la mobilité durable. Et la mobilité durable, ça inclut l'aménagement du territoire dans les décisions de transport. Mais justement, on va, dans ce cours-là, voir les moyens pour faciliter cette transition-là et pour mieux repartager l'espace entre les différents modes de transport. Il y a aussi les 2 cours d'essais laboratoires qui durent sur toute la session, dont les collègues en ont déjà parlé brièvement. Cette année, on s'intéresse, nous, à comprendre le paysage de la mobilité à Québec et comment le rendre plus durable. Et finalement, on a un chargé de cours qui vient du milieu de pratique, Romain Girard, qui lui donne le cours de transport des personnes, aspects organisationnels, environnemental et économique. Et alors que dans mes cours à moi, on est encore dans l'idée des grands principes, des théories qui s'appliquent en transport. Là, ici, on est vraiment dans le pratico-pratique et c'est vraiment un des avantages d'avoir des gens qui viennent du milieu de la pratique. Là, on va comprendre les mécaniques de notre système de transport, son cadre réglementaire, comment on gère l'offre et la demande en transport au Québec, c'est quoi des notions liées à la logistique, au déploiement de la sécurité, de la rentabilité de notre système de transport. Alors, ces aspects-là sont vus dans ce cours-là. Donc, ça, c'est pour l'offre des cours. Maintenant, je vais vous donner quelques exemples de recherche que je mène. La recherche pour un politiste qui s'intéresse au transport, ça
Ça veut dire quoi? Alors, une de mes recherches, je me suis vraiment intéressé à l'exclusion sociale qui était liée à la mobilité. Donc, je vous donne ici une brève définition de l'exclusion sociale là, par deux autres professeurs de l'Université Laval, mais qui sont en sociologie. L'exclusion sociale, c'est quoi? C'est une situation qui est intolérable, une condition injuste de mise à l'écart de personnes, de groupes qui sont privés de leurs droits, de la sécurité, de l'accès à des biens ou d'une pleine participation dans notre société. Puis je me demandais, bien, est-ce que notre système de transport pourrait être une des raisons pour lesquelles on peut se sentir exclu socialement ou avoir de la difficulté à bien participer dans notre société à notre pleine valeur. Et puis, on peut rapidement s'imaginer que oui, le système de transport, à travers des coûts exorbitants, soit en temps ou en argent, pourrait créer des problèmes d'accessibilité au territoire qui pourraient donc être un facteur dans l'exclusion sociale liée à la mobilité. Est-ce que ça existe à Québec? Ben, malheureusement, mes recherches montrent que peut-être que oui, hein, en fait, ça existe. On n'a qu'à voir ce trottoir là, qui n'est pas du tout déneigé pour se rendre à l'arrêt de bus, puis la voie routière qui semble avoir aucun problème. Effectivement, quand j'ai fait des rencontres, des entretiens semi-dirigés avec une soixantaine de ménages, des gens ont témoigné du fait que oui, parfois ils se sentent exclus socialement là, en raison du système de transport. Il y avait plusieurs facteurs qu'on a mis à jour dans cette étude-là. Le premier, d'être peu consulté au niveau politique, de voir qu'on favorise souvent beaucoup les automobilistes au détriment des autres modes de transport. En train de changer, l'étude date d'avant l'élection du maire Marchand et de son équipe. Mais on a aussi, parfois, on vit une forme de jugement ou d'isolement en lien avec le fait qu'on n'est pas un automobiliste. Parfois, les gens vont se moquer de nous, dire « Ah, ben, coudonc, t'as perdu ton permis de conduire parce que tu as conduit en état d'ébriété. Pourquoi t'as pas de char? T'es pas capable de gérer ton budget. » Il y a aussi le fait qu'en fait, on va être forcé parfois de rentrer plus tôt ou de ne pas pouvoir participer pleinement lors des fins de semaine parce que le système de transport à Québec est vraiment axé vers les déplacements pour le travail. Mais que ce soit pour les loisirs ou que c'est pour faire des activités en famille la fin de semaine, c'est moins évident. Il y a des circuits qui ne roulent même pas la fin de semaine. Donc, cette obligation-là peut aussi faire qu'on a de la difficulté à bien participer, à être inclus socialement. Ce qui lie à des problèmes d'accessibilité au territoire, dépendant de où, dépendant de quand, et même parfois dans le cadre de certains emplois pour lesquels on n'a pas vraiment besoin d'une voiture ou du permis pour se déplacer, on va exiger d'avoir un permis ou d'avoir accès à une voiture pour pouvoir obtenir le boulot. On a aussi vu que les comportements parfois agressifs des automobilistes envers les autres usagers du système de transport pouvaient être un facteur contribuant à l'exclusion sociale liée à la mobilité. Et un facteur aussi qui est apparu dans nos recherches, c'est les radios poubelles de Québec qui vont souvent casser du sucre sur le dos des usagers de la mobilité durable avancer des arguments un peu délétères là, sur pourquoi on ne devrait pas faire de tramway, pourquoi on ne devrait pas faire ci, pourquoi on ne devrait pas faire ça. Ça aussi, ça peut mener parfois à se sentir exclu socialement. Un autre type de recherche dans un autre milieu. Alors, il y a un contexte au Québec de vieillissement de la population. On sait que la population est de plus en plus âgée, puis avec l'âge, on a de plus en plus de problèmes de mobilité. Puis il y a une région du Québec qui est particulièrement à l'avant-garde de ce vieillissement-là, c'est le Bas-Saint-Laurent, qui est la deuxième région avec la population la plus âgée. Et donc, un projet de recherche qui, cette fois-ci, n'est pas juste de la recherche pure, mais de la recherche-action en collaboration avec des acteurs du milieu. On est en train de mettre en place un système d'accompagnement transport pour permettre la participation à des activités de loisirs et sociales. C'est quoi de l'accompagnement de transport? C'est un service offert soit par une bénévole ou par une personne rémunérée pour soutenir puis accompagner une personne âgée qui a un besoin, soit qu'elle est vulnérable d'un point de vue physique, d'un point de vue émotif, ou en fait, pour pouvoir participer et se déplacer, elle a besoin d'aide. Donc, on va l'accompagner. On s'aperçoit, une recherche-action, déjà, c'est pas de la recherche tout court. On fait de la recherche non pas sur les personnes, mais avec les personnes. Alors, c'est un projet qui est très valorisant. C'est un petit peu déstabilisant parfois pour nous, les chercheurs, qui sommes habitués de fonctionner dans notre monde très professionnel. Là, on a des enjeux qui sont différents. C'est intéressant parce que nos produits de notre recherche servent à améliorer une situation, améliorer des services qui sont donc déjà en place ou qu'on aide à mettre en place. Alors, le chercheur devient un agent de changement. Je trouve que c'est très motivant. Puis, les connaissances qu'on produit dans ce cas-ci sont
doivent être accessibles au grand public. Donc, ce n'est pas des discours uniquement pour les autres chercheurs, mais on doit aussi faire de la vulgarisation. Par exemple, dans cette Dominique, recherche-là, ouais, on va pouvoir prendre ouais, Joanne dans un instant. Elle va porter le nom de Manuel Rodriguez, mais c'est parce qu'elle est dans le bureau de votre voisin de bureau. Fait euh, que si tu fais une petite conclusion. oui, tout à fait. Ben, juste un exemple. Donc, on a répertorié tous les besoins particuliers à notre région qu'on étudiait, là, liés avec cet accompagnement-là de transport. Ça permet de mieux cibler, par exemple, le service qu'on est en train de développer. Donc, voilà, je vous remercie de votre attention. Je vais arrêter mon partage. Et voilà. Merci. Ça l'a pas arrêté. Donc, le problème d'Internet continue chez les voisins aussi. Oui, on dirait. Alors, Joanne, Alors, bonjour. Écoutez, merci. Là, je ne suis pas Manuel Rodriguez, qui est quand même plus beau que moi, mais il me prête son bureau puisque je n'ai pas apporté mon ordinateur aujourd'hui, étant en présentation de tous les travaux de l'essai laboratoire. Alors, c'est pour vous dire que je n'ai ni PowerPoint et je vais faire une présentation à l'ancienne, ce qui colle d'ailleurs avec mon intérêt très marqué pour tout ce qui est question patrimoniale. Alors, écoutez, je vais me présenter rapidement. D'abord, évidemment, bon, Joanne Brochu, je suis la professeure d'urbanisme physico-spatial ici. On peut définir l'urbanisme physico-spatial comme l'urbanisme qui s'intéresse vraiment à la mise en forme des espaces, à toutes les questions liées à la forme urbaine. Euh, et qu'on va aussi faire référence souvent par design urbain. Euh, L'urbanisme physico-spatial peut rejoindre dans une façon d'aborder l'espace, d'aborder le projet au design urbain si on considère que le design est, la, est une approche qui s'intéresse justement à la mise en forme du possible des choses. Alors, ceci étant dit, je pourrais dire que je m'intéresse donc très fondamentalement à toutes les dimensions sensibles, à la prise en charge des dimensions sensibles dans l'élaboration des projets urbains et dans l'élaboration aussi de tous les documents de planification, qu'il s'agisse de plans d'urbanisme, qu'il s'agisse de plans d'intégration architecturale ou encore même de schémas d'aménagement. Comment on prend en compte les fameuses dimensions sensibles, toutes ces dimensions qui font référence à l'organisation spatiale de l'espace et aux façons de se l'approprier. D'une façon générale, je pourrais dire que dans mes travaux, il y a trois grands axes. C'est d'abord l'analyse critique des courants conceptuels d'urbanisme. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est comment on pense l'urbanisme. Quelle est la conception de la bonne ville? Quelles sont les expertises et les méthodes qu'on souhaite mobiliser et qui influence même la conception de la bonne ville. Autrement dit, on la fait comment cette ville-là et comment on considère qu'un projet est bon par rapport à un autre. Et ça s'articule à un autre volet qui est tout ce qui a trait à l'analyse morphologique. Et j'ai développé une méthode particulière qui s'appelle l'analyse morphologique urbanistique, pour laquelle d'ailleurs je suis en train de rédiger un manuel qui va nous servir justement à diffuser cette méthode-là qui emprunte à différents courants, qui emprunte à des différentes notions qu'on va trouver, par exemple, qui sont très largement utilisées en design urbain, mais que je resitue dans une perspective urbanistique. C'est-à-dire qu'à la qualité de la forme urbaine, la forme des choses, comment c'est organisé, le tissu urbain, l'implantation des bâtiments, l'aménagement du réseau viaire, tous ces éléments-là sont vus et croisés avec la localisation des activités. Et ça, c'est très important parce qu'on regarde dans les formes précises quelles sont la forme des bâtiments, leur implantation, leur qualité spatiale et les activités qu'ils accueillent. Et le croisement des deux nous permet justement de saisir beaucoup mieux les logiques de fonctionnement. Parce que les formes urbaines
elles influencent notre façon de s'approprier l'espace, puis elles influencent aussi les logiques de fonctionnement. Par exemple, on peut voir dans des ensembles qui vont être pensés à partir des années 60, voire 70, où on va dissocier, comment dirais-je, l'architecture du transport. On va aborder les deux de façon séparée, ce qui va nous donner quand même des lieux où on va avoir des logiques, la logique métropolitaine, par exemple la grande voirie, se rendre à des grandes concentrations commerciales de grandes surfaces qui vont être détachées des ensembles plus locaux. Et ça, ben, on cherche un bon urbanisme serait celui qui réussit à mettre en dialogue ces différentes logiques de fonctionnement-là, plutôt que de les aborder en silo, comme on le fait depuis la Deuxième Guerre mondiale, au lieu de les aborder en silo, de regarder comment elles peuvent dialoguer ensemble pour permettre une meilleure cohésion de l'ensemble urbain. Euh, Évidemment, dans cette méthode d'analyse morphologique urbanistique, elle ouvre sur toutes les démarches d'élaboration de projet. Alors, comment on définit un projet? Quelles sont les expertises qu'on mobilise? Quand dans le processus mobilise-t-on ces expertises-là? Ça, c'est au cœur même de l'urbanisme dit physico-spatial. Parce que entre ce que l'on souhaite faire, ce que l'on peut faire, il y a souvent un monde et comment peut-on euh, articuler les deux ensemble pour penser des projets qui sont faisables, qui sont viables et qui sont aussi vivables. Et ça, c'est vraiment dans le cœur de l'urbanisme physico-spatial. Alors, c'est pour ça que comment on pense, quels sont les courants, quels sont les modèles, quelles sont les méthodes qui dominent certaines époques de l'urbanisme, donc toute l'analyse critique des courants conceptuels, qui, elle, s'associe aux méthodes d'analyse morphologique, dont une méthode d'analyse morphologique spécifiquement urbanistique, qui est enseignée ici à l'ESSAD, puis aussi, évidemment, toutes les démarches d'élaboration de projets. Je pourrais dire, écoutez, on est quand même plusieurs à l'ESSAD qui s'occupons d'urbanisme physico-spatial. Et je pense entre autres à des chargés de cours comme David Paradis, qui est ici depuis une vingtaine d'années et qui travaille à donner dans des ateliers l'essai laboratoire d'urbanisme physico-spatial. Nous avons aussi un cours qui s'intéresse au patrimoine, mais pas au patrimoine d'une façon conventionnelle, mais qui s'intéresse aux stratégies d'élaboration des stratégie d'élaboration stratégie, excusez-moi, stratégie de revitalisation des quartiers anciens. Comment on peut élaborer ça en tenant compte à la fois des formes urbaines, évidemment, de ce qui est possible des formes urbaines et à la fois des outils dont on dispose pour être capable de les mettre en œuvre. Parce que ici, toute la question de la mise en œuvre, c'est crucial parce qu'on peut avoir le plus beau des projets, mais si on n'arrive pas à le mettre en œuvre, eh bien, ça reste lettre morte et ça fait partie d'un livre sur des projets, mais ça ne nous permet pas d'avancer véritablement. Ces dernières années, j'ai beaucoup travaillé sur le sonore, sur la prise en charge du sonore et plus particulièrement du paysage sonore au travers d'une série de recherches. Je fais partie d'un groupe de recherche, d'un réseau de recherche subventionné qui s'intéresse justement à cette prise en charge-là. Et en particulier, moi, je m'intéresse à comment la prise en charge du sonore peut mener à un meilleur urbanisme. Qu'est-ce que ça implique et qu'est-ce que ça exige pour faire atterrir cette prise en charge du sonore. Alors, je pense que ça fait le tour. Je vois ma collègue Geneviève qui attend et ça m'a même distrait pendant un Excuse-moi, moment. Ben non, excuse-moi. tu n'as pas à t'excuser, ça me fait plaisir, évidemment. Merci Alors, beaucoup, voilà. Joanne Brochu, pour ce survol de ton enseignement et de tes travaux de recherche, de même que l'introduction des cours, justement, donnés par des collègues, des chargés de cours. Je le disais tout à l'heure, lorsque j'ai abordé le programme, on peut compter justement sur une proximité avec le milieu de la pratique et ça se traduit aussi par l'encadrement par des chargés de cours. Dominique a aussi parlé
des cours qui sont offerts en transport à cet égard-là. Donc, c'est aussi une force qu'on a dans le programme de se mailler avec des gens qui sont sur le terrain. Je prends 2 minutes pour vous partager à mon tour un petit diaporama, mais surtout vous parler des cours que j'enseigne ici à la maîtrise, donc, mais qui sont aussi ouverts aux doctorants en aménagement du territoire, de même que, je le dis au passage, ouverts à certains autres programmes, ce qui permet justement de varier les perspectives autour de ces questions qui m'intéressent et qui sont, d'une part, la question de la participation publique en aménagement du territoire, de la diversité des acteurs qui prennent part à l'aménagement du territoire. Donc, le cours AME 70-64 est donné depuis un peu plus d'une dizaine d'années maintenant. Et c'est une question d'actualité toujours renouvelée. Donc, c'est un cours qui nous permet d'avoir une introduction aux modalités de participation dans le contexte québécois, de Québec, au Québec, dans la province, dans différents contextes, petites et grandes municipalités, mais plus largement aussi le contexte mondial. Depuis plus récemment, depuis l'année dernière, pour être plus juste, j'enseigne aussi un cours sur la transition socio-écologique et son rapport à l'aménagement du territoire. Je considère que l'aménagement du territoire, parce qu'il s'appuie sur une collaboration étroite entre divers acteurs et sur une mutualisation des réflexions, des ressources. Je considère donc que l'aménagement est au cœur de cette transition socio-écologique. Donc, il m'apparaissait important d'ajouter cette dimension au programme et ça s'ajoute évidemment à tout ce que les collègues peuvent aborder. Jean en a fait mention tout à l'heure sur la question des transformations liées aux espèces envahissantes, tant végétales que fauniques. La question de la gestion de l'eau face au changement climatique, Manuel en a parlé aussi. Brièvement, et je m'arrête là-dessus aussi parce que je sais que le temps d'échange est important aussi, puis ce serait intéressant de vous entendre si vous avez des questions. Pour vous parler de mes recherches, je m'intéresse moi donc à l'action climatique locale et régionale dans différents contextes, surtout en contexte nordique et de nordicité, j'ai envie de dire, mais aussi dans les Suds. Je m'intéresse aussi à l'évolution du cadre institutionnel de l'aménagement pour intégrer les préoccupations climatiques, les préoccupations portées par les citoyens concernant la biodiversité, mais aussi concernant ces multiples pressions, la crise du logement, les mouvements internationaux, etc. Et je regarde avec intérêt et attention les initiatives, les expérimentations qui prennent forme dans la réalité sur le terrain, parfois à l'échelle micro-locale, donc dans les quartiers, et qui poussent sur ce cadre institutionnel, qui poussent aussi sur les façons de vivre ensemble pour éventuellement amorcer des changements. Donc, je travaille sur l'engagement citoyen, vous le voyez un peu par les publications, mais aussi sur des méthodes collaboratives dans la recherche. Donc, c'est très rapide, mais c'est, disons, un topo rapide justement pour ajouter à cette variété des travaux qu'on vous a exposés en quelques minutes. La parole à toi, Willem, si tu veux prendre la relève. Oui, en fait, j'ai pas grand-chose à ajouter. Je pense que s'il y a des gens qui sont en ligne, qui souhaitent poser des questions à la fois au sujet de nos activités de recherche, d'enseignement, mais aussi peut-être des processus d'admission pour les différents programmes, voilà, à vous la parole. J'ai une question du chat. En parlant d'urbanisme physico-spatial qui se rapproche du design urbain, on nous demande, Marie-Cat nous demande quelles sont les autres approches en urbanisme, urbanisme environnemental ou urbanisme social, par exemple. Je pense que tu peux te lancer. Oui, merci Marie-Quatre. En effet, on peut dire qu'il y a différentes approches de l'urbanisme. Assurément que l'urbanisme et l'aménagement du territoire de manière plus générale est marqué par les compétences et connaissances plus thématiques de chacun des professeurs. Il y a l'urbanisme du transport qui est abordé
Dominique, mais dans une perspective justement de considération des ressources en transition socio-écologique, dans le cours de transition socio-écologique, mais aussi dans le cours d'acteurs et de participation, on aborde l'urbanisme social, participatif, la contribution à la fois des différents courants d'urbanisme physico-spatial pour réfléchir justement aux transformations de la ville, mais aussi tout ce qui est connaissance sur l'environnement, comment ça percole pour influencer nos choix et nos décisions en urbanisme. Et je dirais aussi que dans le cheminement, on en a peut-être moins parlé, mais cette question nous permet de le faire. Il y a aussi des cours qui s'intéressent un peu plus à l'urbanisme réglementaire, à l'urbanisme dit fonctionnaliste ou institutionnel, si on veut parler dans ce jargon. Les cours sur le cadre institutionnel, justement, ou les aspects juridiques de l'aménagement et de l'urbanisme qui donnent aux étudiants une bonne connaissance, justement, des rouages avec lesquels il faut travailler dans la pratique pour voir à ce qu'il y ait cohérence sur le territoire, pour voir à ce qu'il y ait aussi atteinte de nos cibles sociales, environnementales et économiques sur l'ensemble du territoire. Donc, assurément, il y a le physico-spatial. Moi, je suis aussi urbaniste comme Joanne et comme Mario Carrier. Donc, ça nous permet aussi de former des étudiants qui auront accès à l'Ordre des urbanistes du Québec, mais qui ont aussi accès à l'Association des aménagistes du Québec. La parole à vous, Alexandre Bélan. Merci, Maria. Bonjour, j'ai allumé ma caméra pour plus de convivialité. Merci. Merci pour la présentation. Je vous dirige la question, peut-être c'est pas à vous, mais vous allez peut-être pouvoir m'aiguiller ensuite. J'ai reçu une offre d'admission conditionnelle à la maîtrise professionnelle. Et comme je ne suis pas issu de l'urbanisme au niveau premier cycle, je suis issu du design d'environnement. On me demande une propédeutique. Je m'en doutais un peu. Là, ce qui m'a un peu surpris, ben, c'est pas pour créer une polémique, là. Ce qui m'a un peu surpris, c'est qu'on me demande dans l'offre d'admission de faire mes 3 cours de la propédeutique dès septembre et minimalement un autre cours. Donc, ma question est en lien un peu avec le cheminement. Quelle est la souplesse, la tolérance envers le cheminement? D'autant plus que sur le site, je voyais que on parle d'un horaire flexible adapté aux personnes sur le marché du travail. 4 cours de deuxième cycle, tu sais, c'est presque 35 heures de travail. Ben, Est-ce qu'il existe je vais laisser William vous répondre. C'est lui le spécialiste à titre de conseiller, mais je vais quand même vous dire qu'il y a comme 3 questions dans votre question. Ouais, C'est-à-dire, excusez. il y a effectivement un cheminement qui est adapté aux gens qui occupent un emploi. Ça, c'est une chose. Il y a effectivement aussi, non pas propédeutique, mais scolarité préparatoire qui, au final, est tout à fait contributive. Et il y a certainement valorisation aussi de votre expérience et de votre cheminement. Euh, pour ce qui est de, et puis je terminerai avec ça, je te laisse la parole, mais l'idée aussi pour nous, c'est d'avoir des étudiants qui sont inscrits à temps plein lorsque c'est possible de le faire parce que vous avez la disponibilité de le faire, d'où le 3+1. Mais après ça, il y a certainement de la souplesse. À toi la parole, Willem. Oui. Oui. Ben, ce que je peux cibler le plus pointu, je pense, dans votre question, c'est la question de cheminer à temps partiel. Puis je comprends aussi d'accommodement avec la vie familiale, la vie professionnelle, tout ça. En fait, ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est qu'on fait des suivis individuels pour s'assurer que le plan de cheminement de l'étudiant ou de l'étudiante va mener à satisfaire toutes les exigences du programme sur une période de 4 ans plutôt que 2 ans pour quelqu'un qui chemine à temps plein. Mais dans ce cas-là, on regarde ensemble, en fait, là, à quel moment vous allez suivre chacun des cours pour vous permettre d'aller chercher tous les crédits dont vous avez besoin. On demande, dans ces cas-là, 12 crédits pour l'année. Alors, ils peuvent se répartir en automne, en hiver, en été, ça nous dérange pas, mais en autant qu'on en fasse 12 sur l'année, ben, ça permet de faire en sorte qu'on aille chercher tout ce qu'il faut pour faire la maîtrise sur 4 ans, puis d'avoir cette souplesse-là pour les gens qui sont sur le marché du travail ou qui ont des enfants ou qui ont toutes sortes d'autres conditions qui peuvent les empêcher de cheminer à temps plein.
Merci beaucoup. C'est un poids de moins. Je me doutais bien que ce courriel-là était assez robotisé, là. J'ai l'impression que c'était pas adapté à moi, mais bien à tout le monde. Mais je me suis dit que peut-être poser la question à des vrais humains pouvait me Ouais. Alors, soulager un peu. revenez vers moi là, pour dire, ben, on en a parlé, Oui, puis j'aimerais savoir un peu plus précisément comment ça marche. Je vous transmettrai un petit document qui explique tout ça. merveilleux. Merci beaucoup. Ça me Merci fait à vous de votre plaisir. intérêt. Alexis Tremblay? Euh, oui, en fait, moi aussi, j'ai une question plus par rapport aux admissions. Moi, je viens du programme ici à l'Université Laval de baccalauréat en aménagement naturel et aménagé. Puis, ben, c'est ce que j'ai cru comprendre avec la maîtrise en aménagement du territoire, c'est qu'il y avait justement une scolarité préparatoire. Puis là, je me demandais, parce que moi, dans le fond, je vais finir mon bac à la session d'automne, puis idéalement, j'aimerais ça commencer la maîtrise directement à l'hiver. Euh, Est-ce que c'est possible de faire la scolarité préparatoire à l'hiver ou en fait, est-ce que c'est possible pour moi d'être acceptée à l'hiver ou je vais devoir comme attendre euh, 6 mois, Oui. 1 an? Alors oui, c'est possible de commencer la maîtrise à l'hiver. C'est sûr que les cours préparatoires sont pensés pour comment dire, créer un effet de cohorte. On les offre à l'automne avec la grande majorité des gens qui commencent en automne, mais il y a toujours, bon an, mal an, environ entre 6 et 10 personnes qui débutent en hiver, puis ils y arrivent. C'est pas insurmontable comme problème. On voit les cours préparatoires beaucoup moins comme une espèce d'épreuve à satisfaire pour démontrer que vous avez les capacités de faire des études à la maîtrise. C'est pas pensé comme ça du tout. C'est beaucoup plus pensé pour créer un effet de cohorte, faire en sorte que tout le groupe se côtoie dans des cours où ils vont pouvoir faire connaissance, voir un peu les autres domaines d'études des collègues, puis qu'ensuite, comme ça, pendant les cours à option où il y a des travaux à faire avec des coéquipiers, ben, qu'on soit capable de dire, bon, ben moi, j'ai été formé en environnement, peut-être que pour ce travail-là, j'aurais besoin de quelqu'un qui vient plus du domaine de l'urbanisme ou de l'architecture, ou peut-être quelqu'un qui vient de l'économie, puis donc, maintenant que toute la cohorte se connaît, c'est plus facile d'aller se répartir. En commençant en hiver, ben là, il y a ce petit inconfort-là de dire, ben moi, je connais pas la cohorte, mais il faut que je m'intègre dans des travaux d'équipe. On y arrive. Au besoin, les professeurs donnent un petit coup de main pour former les équipes. Et ben, la scolarité préparatoire ben, pourra se compléter en session d'automne. La session d'hiver, la première, sera à ce moment-là consacrée à des cours au choix. OK. Puis j'ai une autre question aussi. Est-ce que si on s'inscrit, par exemple, à la maîtrise professionnalisante, est-ce que en cours de route, c'est possible de changer puis d'aller vers la maîtrise avec mémoire? Ouais. Oui, si affinité avec un professeur, on dit waouh, c'est tellement Mhm. super ces thématiques-là, pourquoi pas faire un mémoire à ce sujet-là? Ça se fait très bien. En général, les exigences de la première session de la maîtrise professionnelle permettent donc d'être intégré quasiment entièrement dans la maîtrise de recherche. Donc, c'est une OK. transition qui peut très bien se faire. Parfait. Merci. Bonjour, j'aurais une question. Oui, Euh, Est-ce que les deux cheminements professionnels et recherche peuvent mener à l'Ordre des urbanismes et à l'Association des aménagistes? Oui. Tout à oui, fait. Oui. oui. OK, parfait. Et est-ce que vous pouvez nous donner une idée un peu du nombre de demandes que vous recevez d'admission versus le nombre de personnes que vous admettez dans les deux profils? En maîtrise recherche, on s'entend, c'est un petit nombre. Il peut y avoir environ 4 personnes à chaque année qui entreprennent la maîtrise avec mémoire. OK. Euh, c'est beaucoup conditionné par la disponibilité des professeurs là, qui auront à consacrer plus de temps dans l'encadrement des travaux de leur équipe d'étudiants-chercheurs. Et quant à la maîtrise professionnelle, on est confortable avec une quarantaine d'étudiants par cohorte. Maintenant, si une année
on reçoit 47 demandes d'admission de personnes qui ont des dossiers qui sont admissibles. On va faire des offres à 47 personnes parce que c'est pas un programme qui est contingenté a priori. Et à l'inverse, si on a une année où on n'a que 35 dossiers de candidature qui nous parviennent de gens qui ont des dossiers admissibles, il y en aura 35. Donc voilà, on ajoute à ça des gens qui peuvent être formés à l'étranger, qui viennent un petit peu aussi grossir les rangs. C'est très difficile de faire des démarches pour venir étudier au Canada, donc il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, mais ça vient ajouter une diversité intéressante là, à la composition des groupes, puis des expériences aussi d'urbanisation qui sont très différentes de celles qu'on a ici. Tout à fait. OK, OK. Donc, j'entends qu'à peu près tous les dossiers admissibles reçoivent une offre d'admission. C'est bien ça? Ça prend des très sérieuses fautes d'orthographe dans la lettre de motivation pour qu'une personne qui a une bonne moyenne académique soit pas reçue. Puis on donne des deuxièmes chances même. Ah oui. Est-ce qu'il y a une souplesse sur la moyenne qui est exigée si une personne est en deçà mais présente un beau projet, une belle lettre de motivation? Est-ce qu'il y a une souplesse à ce niveau-là? Oui. Il y a une souplesse à ce Euh, niveau. À l'inverse, une excellente lettre peut compenser pour des résultats inférieurs à ce qu'on attend, là, le seuil de 3 sur 4,3. OK. Parfait. Merci énormément. Bien apprécié. Merci de votre intérêt, tous et toutes. Donc, je le disais tout à l'heure, j'ai insisté, je le redis en conclusion. L'ESSAD est une école qui a la possibilité de compter sur une ressource formidable en la personne de Willem Fortin et qui valorise cette proximité. Alors, n'hésitez pas à justement nous faire part de vos interrogations, vos questionnements. On se fera un plaisir de répondre pour donner plus de détails.